Bonjour à tous, je suis Christelle Gary de l'Institut de la parentalité et je vous retrouve pour cette nouvelle pause parent. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Viviane Larmand, qui est sage-femme sur Grenoble et Aix-les-Bains. Aujourd'hui, nous allons parler épuisement parental. Bonjour Viviane. Bonjour à tous. Ravie d'être parmi vous. Donc voilà, aujourd'hui nous parlons de l'épuisement parental et de quels sont les signes d'alerte, c'est-à-dire comment les repérer, et puis surtout c'est comment trouver de l'aide, auprès de qui nous pouvons trouver de l'aide. Alors exactement, et avant toute chose, je voulais voir avec toi si tu pouvais nous apporter un éclairage sur ces différentes notions que sont l'épuisement parental, le baby blues, le burn-out. Comment on fait la différence entre toutes ces notions ou une simple fatigue peut-être? Alors, effectivement, je pense que c'est important de commencer par quelques définitions pour être sûr que nous parlons bien de la même chose. Donc, la fatigue, c'est l'utilisation excessive de notre corps et de nos facultés mentales. Cela s'exprime par une lassitude du corps et un ralentissement dans nos possibilités de faire, de décider. Nous sommes moins performants quand on est fatigué, je crois que ça tout le monde le sait, et généralement la fatigue elle est passagère. Mais la fatigue peut devenir chronique et ça c'est le cran en dessus. C'est comme s'il n'y avait plus de répit et plus d'espace-temps pour récupérer. Du coup, s'installent des troubles de sommeil, voilà, de manière extrêmement fréquente, perte d'appétit, possiblement des douleurs diffuses, une baisse de morale, une hypersensibilité. Et si on ne fait rien, on peut glisser vers l'épuisement. Alors, l'épuisement, lui, qu'on peut appeler aussi burn-out, parce qu'en fait, on parle de la même chose, ce sont les mêmes termes, c'est un emballement de tout le fonctionnement de la personne. Et c'est dépenser des réserves qu'on n'a plus. Alors, paradoxalement, la personne sent parfois moins la fatigue parce qu'elle fait tout en apnée, par réflexe, parce qu'il faut faire. Et il s'ajoute le sentiment de ne pas faire ce qu'il faut, de passer à côté. Ça, c'est quelque chose qui est très connu au niveau du burn-out. C'est vraiment cette extrêmement, cette difficulté. Il y a vraiment un grand mécontentement et tout paraît démesuré. Il y a une culpabilité qui s'installe à ne pas y arriver, à ne pas être heureuse, et c'est la porte ouverte à la dépression. Donc là, ça veut dire que ça vient impacter sur l'estime de soi? Ça l'entame, oui, ça D'accord. l'entame. Ça entame l'estime de soi. Oui, oui, tout à fait. Alors, la dépression, là, on va parler. Là ces notions, ces différentes notions, elles sont, je dirais, elles ne sont pas spécifiques du parent et du jeune parent. C'est des notions que l'on peut retrouver d'une façon tout à fait générale. Là, je vais m'attacher sur dépression parentale, dépression périnatale. Dépression périnatale, c'est la grossesse et les premières semaines après la naissance, parce qu'il y a des spécificités. Et là, tout est trop. Voilà. Il y a le sentiment d'être débordé tout le temps. Ce bébé peut paraître un étranger que l'on n'arrive pas à comprendre, malgré les jours et les semaines et le temps qui passe. Il peut y avoir une grande tristesse malgré les apparences. Et Marie Méès, qui est psychologue et psychanalyste spécialisée de la dépression périnatale, parle de dépression souriante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met derrière ça, derrière cette C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce dépression? masque de tristesse que l'on reconnaît dans les autres dépressions. Voilà. Et donc, on peut passer à côté. Par contre, il y a un repère qui est lui, assez simple à identifier, c'est la perte, voire l'absence de plaisir à s'occuper du bébé. Donc ça, une maman peut le repérer, mais ça peut être repéré aussi par les proches. Et tout est fait parce qu'il faut le faire. Il peut y avoir une grande culpabilité, de la honte aussi à ne pas y arriver, à ne pas savoir faire, et du coup, il y a un repli, un isolement. Il n'y a pas longtemps, il y a une maman qui m'a dit, alors voilà, mais de manière, elle a utilisé cet ordre. Elle a dit, au départ, je me suis sentie fatiguée, après, je me suis sentie débordée, et ensuite, j'ai été épuisée.
Et D'accord. ensuite, elle a eu une Vraiment ça. dépression, une vraie dépression, je dirais, postnatale. Alors, par contre, Alors, je voulais que tu nous précises quelque chose. Est-ce que du coup, la maman, bah, justement cette maman, est-ce qu'elle continuait à avoir des interactions avec son bébé? C'est-à-dire qu'elle ne prend plus plaisir, mais est-ce qu'elle continue à jouer avec son enfant, à s'adresser à lui, ou est-ce qu'elle est vraiment dans un schéma où elle est que dans le soin, mais dans le changer la couche, nourrir, enfin, donner à manger, oui, etc. oui, oui, tout à fait, D'accord. c'est ça. C'est-à-dire que les interactions petit à petit Hmm. diminuent. C'est pas qu'il n'y en a plus du tout, mais voilà, quand on parle à un bébé, il y a des intonations, le ton qui monte, qui descend. Enfin, c'est un accent qui peut être très chantant, C'est hein, vrai, dans c'est vrai. les voilà. Et la maman qui est déprimée, c'est un peu monocorde. Hmm. Voilà, tu vois. Donc, par contre, il y a une différence à faire entre les dépressions qui sont l'aboutissement de tout ce processus de fatigue, voilà, de fatigue chronique et d'épuisement, et la dépression qui parfois débute pendant la grossesse ou au moment même de la naissance, de l'accouchement, et qui ont d'autres origines que la fatigue. Voilà. Là, je vais juste D'accord. faire une parenthèse, mais il faut savoir qu'il peut y avoir d'autres causes de dépression. Et alors, est-ce que ça, avec ton expérience, est-ce que tu peux nous dire si ça concerne beaucoup de parents? Et puis, est-ce qu'il y a, euh, j'allais dire, des parents qui peuvent être plus vulnérables? Alors, peut-être je vais terminer encore sur une, avant, je vais pas perdre la question, je vais terminer sur une notion aussi, le baby blues. Ah oui, et en plus, je t'ai Voilà, interrogé dessus. Et eh ben oui, je t'ai même pas laissé répondre. voilà, sur le baby blues, parce que c'est quelque chose dont on parle aussi beaucoup et on ne sait pas, voilà, quelle est la différence. Le baby blues, c'est une variabilité de l'humeur. Les Mhm. femmes passent du rire aux larmes et des larmes au rire. Cela arrive de manière excessivement fréquente dans les heures, dans les jours qui suivent la naissance. Cela dure quelques heures, quelques jours, généralement pas plus. Et en fait, le baby blues est extrêmement fréquent. On peut dire autour de 75% des cas. La fatigue, on y reviendra un peu plus loin, elle est quasi inévitable. L'épuisement, lui, et la dépression, heureusement, sont plus rares. Ouais. Heureusement. Et par contre, la dépression périnatale, on est, suivant les études, on est entre 20 et 30% des femmes. Ah, c'est pas mal. Et les pères sont concernés aussi. Voilà. Je pense qu'on reviendra là-dessus sur Ouais. Ouais. le papa aussi, effectivement, hein. Là, on met l'accent sur Ouais. maman, mais oui, j'imagine que pour le papa, ça peut être aussi quelque chose de difficile à vivre. L'accouchement, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre. C'est cette rencontre entre le parent et son enfant. Et donc, il est normal qu'il y ait une phase d'accordage, Mm. d'ajustement. Et le devenir parent est un chamboulement émotionnel. Euh, Pendant la grossesse, mère et bébé sont déjà des êtres différents. On l'oublie un peu, mais même s'ils sont bien sûr dans la plus grande proximité que l'on puisse envisager. Euh, la naissance, c'est la première séparation et elle vient inaugurer irrémédiablement de toutes les autres. Mm. Et donc, dans ces premiers jours, il va falloir faire connaissance, il va falloir apprendre à se faire confiance en tant que parent et faire confiance à son bébé. Certains parents peuvent sentir une forte pression sur leurs épaules ou certaines mamans peuvent se sentir trop seules dans cette situation nouvelle. Et les premiers jours à la maternité sont essentiels pour que les professionnels puissent encourager la maman et le papa. Alors après l'accouchement, il peut y avoir de la fatigue qui, jour après jour, s'accumule jusqu'à ce que cette fatigue cumulée se transforme en épuisement. Et si cet épuisement persiste, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il peut se transformer en dépression périnatale. Mm. C'est pourquoi nous devons être tous très vigilants et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parfait. Euh, donc, je repose ma question. Je voulais savoir, Viviane, est-ce qu'il y a des profils des parents qui vont être plus vulnérables
que d'autres à la dépression, au baby blues. Alors, baby blues, tu m'as dit que oui, c'était quand même assez fréquent, mais ça peut être de très, très court, quelques heures à quelques jours. Voilà, est-ce qu'il y a un profil de parent qui va être plus sujet, plus vulnérable à l'épuisement? Alors, on va dire que tous les parents sont concernés par la fatigue après un accouchement. Voilà, ça c'est Oui, inévitable. c'est un vrai marathon de toute façon. Voilà, Oui. tous les parents peuvent se sentir en tout cas submergés par les émotions. Voilà, ça c'est deux incontournables. Par contre, ce qui est à peu près évident, c'est que l'isolement familial ou social peuvent être des facteurs de risque supplémentaires. Je dis bien peuvent, hein, je fais attention aux mots parce que je dirais les choses ne sont jamais écrites d'avance. Et à cela se rajoutent les particularités d'un bébé, c'est-à-dire s'il y a des problèmes de santé, si jamais il y a une hospitalisation en néonate, s'il y a des événements particuliers pendant la grossesse, un décès par exemple, s'il y a des jeunes enfants à domicile sans relais possible. Ouais. Donc toutes ces choses qui peuvent venir se rajouter peuvent être et bien sûr des facteurs de risque supplémentaires. D'accord. Alors, par contre, on a bien vu ensemble les différentes notions, mais quels sont les signes qui nous permettent d'identifier dans quelle phase nous sommes? Est-ce qu'on parle d'épuisement parental? Est-ce c'est une simple fatigue passagère? Parce qu'effectivement, le retour à la maison est peut-être plus difficile. Enfin, voilà, quels sont ces signes-là auxquels on doit être attentif? Alors, donc déjà, ça commence toujours par de la fatigue. Voilà. Hein, ce qui doit être repéré, c'est quand ça devient trop. Voilà. Quand ça devient trop, quand il n'y a plus de répit, quand il y a l'impossibilité d'avoir au moins un peu de temps pour soi, pour son couple. Moi, quand j'entends des mamans qui me disent « Ah, mais j'ai pas le temps de manger, j'ai pas eu le temps de m'habiller aujourd'hui, alors que je suis passée, il était 16 heures, j'ai pas eu le temps de prendre ma douche. » Attention, attention. Un jour, ça peut arriver, bien sûr, mais ça ne doit pas être régulier. Voilà. Donc, quand on a l'impression de ne pas pouvoir y arriver, de ne plus être au bon endroit, et puis finalement, ce bébé, on ne le comprend pas, c'est-à-dire quoi qu'on fasse finalement, voilà, on a l'impression que ça ne marche pas. Donc, tout ça, ce sont des signes qui vont se rajouter. Ensuite, c'est l'impossibilité, ou tout au moins la difficulté, voire l'impossibilité à récupérer quand le bébé dort. Le sommeil est perturbé, même quand on va se coucher, on n'arrive pas à dormir. La dame, elle peut avoir l'impression qu'elle ne se repose plus, ne peut plus se reposer. Même quand les enfants dorment, même quand il y a un peu de répit, voilà, on n'y arrive plus. À ça, il peut s'ajouter les douleurs physiques. Les femmes qui ont mal au dos, qui ont des tendinites, à force de porter les enfants, à force de les porter à bout de bras. Voilà, hein, on peut l'entendre à tous les sens du terme. Hein, voilà. Il peut y avoir bien sûr les changements d'humeur. Hein, voilà, se mettre à pleurer ou se mettre en colère plus souvent, plus facilement. Donc, j'en parlais dans le baby blues, mais là, c'est quelque chose qui arrive plus tard. Le baby blues, c'est les premiers jours, premières heures, premiers jours. L'épuisement, c'est quelque chose qui arrive 3 semaines, 1 mois. D'accord. Ouais, c'est pas dans la première semaine. La première semaine, il y a souvent beaucoup de joie, d'euphorie, de fatigue qu'on sent peu ou pas, mais il y a quelque chose dans le temps qui va se faire. Voilà. Et puis il y avoir le repli, hein, voilà, le repli sur soi, ne plus avoir envie de sortir, ne plus supporter les autres, ne plus supporter le bruit, l'agitation. Et cela peut se traduire voilà, par une perte de repères, une absence de plaisir. L'absence de plaisir, donc ce que je disais tout à l'heure, d'être avec son enfant, parfois même de le percevoir comme un étranger. Ça peut se traduire aussi par une anxiété démesurée, ne plus avoir le sentiment d'être mère. Et sans soutien, voilà, là, on glisse vraiment vers la dépression. D'accord. Donc là, effectivement, là, tu nous as fait quand même une liste assez exhaustive des signes auxquels il faut être vigilant. Hein. Mais quelle serait en fait l'origine de cet épuisement parental? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un glissement qui se fait. Alors, on l'a dit, la fatigue, et donc la fatigue étant inévitable, c'est comment on pourrait anticiper l'aide.
déjà, hein, Ouais. voilà, anticiper l'aide parce que la fatigue, elle est inévitable. Donc, mais pendant la grossesse, voilà, essayer de voir avec le conjoint, la famille, les professionnels, savoir sur qui on peut compter. Voilà, essayer d'organiser un petit peu les choses. Mais il y a une autre cause de l'épuisement qui est vraiment très, très importante, c'est la très forte exigence qui pèse sur les mères. Ouais. L'exigence que les femmes se mettent elles-mêmes, Mhm. les exigences de la famille, les exigences de la société, les exigences de la maternité. Mhm. Et on rencontre souvent des femmes, de plus en plus, je dirais, qui ont envie, alors l'envie elle est légitime, hein, d'être une mère parfaite. Et là, je vais faire une référence à M. Winnicott, qui est pédiatre et psychanalyste, qui en 1958, donc voilà, c'est pas nouveau, a écrit un ouvrage là-dessus en disant le bébé n'a pas besoin d'une mère parfaite. Le bébé a besoin d'une mère suffisamment bonne. Et Mhm. ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce que ça, voilà, on n'a pas besoin d'être parfait. Et du coup, voilà, c'est essentiel de s'autoriser à penser à soi. Voilà. C'est vrai qu'il y a une difficulté, une culpabilité à écouter ces choses profonds. Hein. On a l'impression que dans cette période-là, on n'a pas le droit, qu'il y a le bébé tout seul. Non, le bébé, il existe avec sa mère et ses parents. Hein. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et là où une mère sera bien, son bébé sera bien. Oui, Donc, c'est vrai qu'on le répète souvent, nous, le fait de prendre soin de ceux qui prennent soin. Donc ça, c'est voilà. vraiment Et notre donc, credo. il y a des choix fondamentaux, importants, qui se posent déjà dès la grossesse. C'est le choix de l'allaitement, le lieu où va dormir l'enfant, donc on y reviendra. Voilà, donc on va revenir hein, sur ces choix. Et en Mhm. tout cas, au-delà du nouveau-né, au-delà de la situation vraiment du postnatal, il y a aussi le manque de sommeil à cause des autres enfants, hein, des Bien grands, sûr. d'autres enfants qui ne font pas leur nuit, il y a l'isolement, l'enfant qui n'est pas scolarisé, qui n'est pas en crèche. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des facteurs qui vont se rajouter. Mais cette pression que les femmes se mettent, c'est quelque chose que je vois au quotidien, au quotidien. Oui, c'est ça. Et toi, enfin, concrètement, aujourd'hui, tu conseillerais j'allais dire, de s'inquiéter au bout de combien de temps? Alors, Ou tout au moins, on en parle à quelqu'un au bout de combien de temps? Alors, quand on parle, donc je parlais du baby blues et de la dépression périnatale. Mm. Un baby blues, c'est quelques jours. Voilà, c'est toujours moins d'une semaine. Au-delà d'une semaine, quand il y a ces symptômes vraiment de larmes, de rire, de larmes, ça peut glisser vers une dépression. Donc là, on n'attend pas plus d'une semaine. Quand on est dans quelque chose qui est le processus de la fatigue, Mm. fatigue chronique, épuisement, je crois que dès qu'on est dans la fatigue chronique, dès qu'on sent que là, on n'a plus de marge, on n'arrive pas à récupérer, là, il faut se dire, il ne faut pas attendre d'être épuisé. Ok. Il ne faut pas attendre d'être épuisé. Voilà. Bon, très bien. Savoir faire appel. Et puis, alors voilà, peut-être qu'on en parle un peu plus loin, mais vraiment alors, se faire aider concrètement et puis faire appel à un professionnel, voilà, pour pouvoir échanger. Alors, tu parles justement de l'aide, tu en parlais un petit peu avant de la famille. Et Mm. c'est vrai que quelquefois, alors là, je t'ai entendu hein, qui disait ben, le fait d'être isolé, ça peut être aussi un facteur. Donc, effectivement, on peut solliciter sa famille, mais on peut, et moi-même pour l'avoir vécu, hein, quelquefois la famille vient et très joyeuse, dit «Ah, mais Mm. que ce bébé est magnifique, comme tu dois être contente, c'est Mm. incroyable». Et du coup, on n'ose pas Mm. parler en fait parce qu'on se dit ben j'ai un peu honte, je vais pas dire que je suis épuisée et que ben ce bébé je le comprends pas. Alors cette famille-là qui devrait être un soutien, peut être aussi un poids pour la jeune mère. Ouais. Comment on fait pour se détacher de cette pression-là? Alors là, quand il y a voilà, peut-être cette difficulté, je dirais, à se sentir aussi bien qu'on le souhaiterait, Mm. là, c'est vraiment en parler à un professionnel parce que un professionnel à qui on a confiance et de manière
voilà, à pouvoir dire, parce que les professionnels, ils connaissent ce processus, ils le connaissent bien. Donc, voilà, il y a généralement pas de jugement. Et puis, des fois, le seul fait de pouvoir en parler une fois, ça fait redescendre la pression et ça va bien. Voilà, et Quand ça va tu mieux. parles de professionnel, ça veut dire c'est tout professionnel, pas forcément un psychologue. Ça peut être Tout à fait, ta ça peut être tout sage-femme, professionnel. Oui, oui, ton ça peut médecin être traitant, la puéricultrice. la puéricultrice. Oui, oui, absolument. Ça peut être un psychologue, hein, bien sûr, mais ce n'est pas une obligation que ce soit le psychologue. Je dirais les professionnels qui sont autour de la naissance, sage-femme, puéricultrice, voilà, le médecin généraliste, mais quelqu'un à qui on a confiance. Parce que les professionnels, ils connaissent ce processus. Voilà. Alors que la famille, elle est prise émotionnellement. C'est Donc, elle ça. ne peut pas. Elle Oui, peut pas tout à fait. avoir ce détachement. Voilà. Il y a un deuxième poids du côté de la famille qui, enfin, pas que de la famille d'ailleurs, hein, parfois les amis, hein, qui vont donner plein de conseils. Ah oui. Qui vont donner des conseils différents et variés. Vous pouvez avoir l'impression d'être complètement perdu. Les femmes le disent, ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement. Des fois même à la maternité, des professionnels qui ne donnent pas toujours les mêmes consignes, la nuit, le jour, enfin voilà. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Qui a raison? Comment je vais faire? Alors, s'il y a plusieurs avis, c'est qu'il y a différentes façons de faire, déjà. Voilà. Déjà, il n'y en a pas qu'une seule. Alors là, tu parles donc des professionnels ou tu parles de la famille? Les deux. Les deux. Les deux. Parce que voilà, il y a des avis différents sur. Voilà. Donc, il y a différentes façons de faire. Mais par contre, on vous encourage, mais très, très fortement, à écouter vous, ce dont vous avez besoin pour vous et pour votre bébé. Alors, c'est pas simple parce que voilà, parce qu'on est dans le doute, parce que c'est pas simple, mais faire confiance à ses ressentis. C'est vous qui passez le plus de temps auprès de votre bébé. Donc, c'est vous qui le connaissez le mieux. Donc, faites confiance à vos observations. Hein, ça, c'est vraiment une chose. Et puis, dans les choix, voilà, sur des choses vraiment importantes qui concernent l'allaitement, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel. Donc, c'est voilà, essentiel d'être soutenu par son conjoint, mais ce n'est pas le conjoint, ce n'est pas la mère, la belle-mère, la sage-femme, la puéricultrice, le médecin qui décide. C'est vraiment vous. Voilà. Et ça, c'est vraiment, voilà, écoutez vraiment ces ressentis en profondeur. Et le meilleur allaitement, moi je dis vraiment aux mamans, le meilleur allaitement, ce sera celui que vous aurez choisi. Parce que là où vous êtes bien, vous serez bien. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Oui, et puis ça rejoint ce que tu disais par rapport à la pression, en fait. Il faut s'enlever absolument de la pression. Tout à fait. Et puis, parce que les femmes, elles disent, mais je veux faire le mieux pour mon bébé. Mais le mieux, c'est là où vous serez bien. Voilà. Parce que si on n'est pas bien, le bébé, ça ne va pas être bien pour lui non plus. Voilà. Il y a une autre question qui arrive généralement après l'allaitement, c'est où est-ce qu'on va le faire dormir, ce bébé? Voilà. Alors là aussi, voilà, il y a différentes possibilités. L'installer dans une chambre tout en proximité de celle des parents. C'est vrai qu'un allaitant le plus simple, voilà, ça peut être quand même la même chambre, avec lit séparé, même si en proximité. Et là, par rapport au couchage, on a le choix voilà, de la chambre, du lieu de la chambre. Par contre, il y a les recommandations qui sont données sur les règles de couchage en prévention. Et là, par contre, auxquelles on ne peut pas déroger, hein, qui sont le plat d'eau, sans couverture, sans oreiller, sans gros doudou et pas de partage du lit des parents. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Une fois qu'on a respecté ces règles-là, que le bébé soit dans la chambre juste à côté ou à côté de son lit, je dirais, là aussi, c'est là où vous vous sentirez le mieux. Parfait. Est-ce que j'ai un peu de temps pour parler des pleurs et du portage? Oh oui. Oui. Voilà. Écoute, parce qu'effectivement, ça peut être, je trouve que ça va complètement avec notre propos, parce qu'on parlait de peut-être que cet enfant ne le comprend pas. Donc, les pleurs, ça peut être des pleurs qu'on ne comprend pas. Donc, je veux bien ton explication par rapport à ces pleurs de l'enfant. Alors, comment dire, explication, voilà, je n'ai pas forcément l'explication. Là aussi, on a tous les avis sur les pleurs, on a tous les avis. Ne pas laisser pleurer ou faire attendre, enfin bref. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le bébé va pleurer. Voilà. Et qu'il va falloir accepter que son bébé pleure. Et qu'il est
aussi important de savoir qu'on ne comprend pas toujours les pleurs. Et que parfois, parce que le bébé, c'est le seul moyen d'expression, au début, on ne comprend pas, puis petit à petit, ça va s'affiner au fil des semaines. Voilà, le bébé grandit un peu plus, il se fait mieux comprendre. Mais il y a aussi ces fameux pleurs du soir qui parfois sont incompréhensibles. Et du coup, voilà, on n'y arrive pas. Si on n'arrive pas à le calmer, ce qui va être important, c'est de savoir qui peut faire relais. Est-ce qu'il y a le conjoint? Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas le conjoint, voilà, vraiment voir qui on peut appeler pour pouvoir confier son bébé. Et si vraiment il n'y a personne, c'est: «Eh ben, écoute, je te pose un petit peu dans ton berceau, parce que dans le berceau, le bébé n'est pas en danger. Je vais te mettre dans la pièce d'à côté et moi, je vais souffler un peu». Voilà, je vais souffler, dans l'autre pièce, sur le balcon. Mais voilà, je crois que c'est important de savoir ça et de ne pas culpabiliser. Et puis petit à petit, voilà, petit à petit, les choses généralement vont mieux. Un bébé qui pleure souvent et dont on a l'impression qu'on n'y arrive pas, parlez-en à un professionnel. Voilà, parlez-en à un professionnel. Ouais, tu as raison. Alors, il y a des mamans, par rapport aux pleurs, ça m'amène à parler du portage, parce qu'on a l'impression qu'il faut porter les bébés. Alors oui, bien sûr, quand on vient d'accoucher, on a envie de porter son bébé, on a envie de l'avoir contre soi. C'est bien pour le bébé, c'est bien pour la maman, enfin voilà. Mais c'est important de savoir qu'un bébé, il peut s'endormir tout seul dans son berceau, qu'il peut être tout seul réveillé dans son berceau, et que voilà, s'il ne demande rien, c'est que tout va bien. Qu'un bébé, il peut avoir besoin de calme, de tranquillité. Et donc, c'est là, quand je parlais de faire confiance en son bébé, c'est aussi lui donner cette possibilité-là. Voilà. Et parfois, quand les bébés pleurent, j'en ai vu aussi, les mamans, elles pensent que c'est toujours les bras, mais parfois, le bébé, il a besoin qu'on le pose. Oui. Il peut avoir besoin qu'on le pose. Donc, voilà, faut savoir y penser. Très bien. Donc, on a parlé des professionnels. Alors, tu as parlé des différents professionnels. Est-ce qu'il y a des associations qui peuvent aider les parents? Oui, il y a l'association Maman Blues. Alors là, je ne vais pas donner de coordonnées téléphoniques. En Oui, fait, c'est une association nationale qui a une représentation dans chaque département. Donc, d'accord. je vous invite, suivant là où vous êtes, de regarder quelle est la… Généralement, quand on va sur le site, on trouve les coordonnées du département où on habite. Donc, tu peux nous rappeler le nom de l'association? Maman Blues, Maman Blues, c'est une d'accord. association de mamans. Ce ne sont pas des professionnels, ce sont des D'accord. mamans qui ont vécu… Alors, il y a voilà, il y a je dirais, une recherche qui a été faite autour de la dépression en lien avec des médecins, mais ce sont essentiellement des mamans et qui se mettent à l'écoute, qui sont à disposition. Voilà. Ça, c'est bien. Comme ça, on se sent moins seul. Voilà. Mais ça ne dispense pas de faire une démarche auprès d'un professionnel, mais en tout cas, c'est un bon complément. Alors, justement, le professionnel, qu'est-ce qu'on lui dit concrètement? Qu'est-ce qu'on te dit, toi, quand on vient te voir? Alors, tu parlais, tu as pris l'exemple d'une maman qui s'adressait à toi, mais qu'est-ce qu'on dit à ce professionnel-là? Je pense qu'il faut vraiment dire, mais sans retenue, j'allais dire, ce que vous sentez. Les émotions que vous sentez, les émotions qui vous traversent, et puis le physique, comment on se ressent, la fatigue, voilà, même des choses auxquelles on ne pense pas être en lien, voilà, des douleurs physiques ou des idées qui traversent. Je pense que c'est vraiment important de le dire. Parce qu'on peut avoir peur d'être jugé ou de… donc, on est tout à fait d'accord qu'un professionnel, il va être vraiment dans l'écoute et dans la bienveillance. Oui. OK. Oui. Donc, on est confiant, on peut s'adresser à ce professionnel. Oui, oui, oui. J'encourage les femmes, oui. Ah oui. Alors, tout à l'heure, tu disais, effectivement, on a fait une toute petite parenthèse, on disait que, bah oui, on faisait le focus sur les mamans, mais ça arrive aussi aux papas. Bien sûr. Ça se traduit comment chez les papas? Alors la fatigue et l'épuisement, j'allais dire, on est dans a priori les mêmes symptômes. Dans la dépression, on n'est pas dans les mêmes symptômes qu'une maman. Des fois, du côté des hommes, alors il faut savoir que les dépressions chez les hommes, ça concerne 10% des Ah, hommes. quand même?
Voilà, 10%. c'est pas rien. Voilà. Ça se traduit parfois par une fuite. Donc, des pères qui passent, voilà, les journées au travail deviennent très, 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 très longues. Ouais. L'envie d'aller voir, voilà, ses copains, voilà, faire autre chose. Il peut y avoir parfois des mises en danger physiquement dans des activités sportives, Hmm. voilà. Donc, ce que fera pas une mère. Une mère va pas être dans une mise en danger physique. Hmm. Du coup, voilà, il y a des choses un peu différentes, mais c'est vrai que c'est pas facile non plus à identifier. Et Hmm. alors là, pour le coup, déjà pour une mère, c'est pas facile d'en parler. Mais alors Ouais. là, pour le coup, les pères ne n'osent pas en parler. Et alors que les papas doivent savoir qu'ils peuvent aller voir leur médecin généraliste, la sage-femme, parler avec la puère. Il peut demander un rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que tu vois ma réaction, hein, c'est j'ignorais qu'il y avait 10% des pères qui pouvaient être impactés. Donc, c'est vraiment, ça ne se sait pas ou les papas n'osent pas, en fait, libérer leurs paroles. Donc, c'est vraiment, tu as raison de sensibiliser à tout ça et on le répétera jamais assez, hein. Les professionnels sont là pour soutenir les parents. Euh, donc moi, j'ai une dernière question, Viviane, à te poser. Est-ce qu'on s'en remet d'un épuisement parental? Et surtout, j'ai envie que tu parles j'allais dire, des conséquences sur ce lien, en fait, euh, entre l'enfant et son parent. Est-ce que tu peux faire un focus là-dessus? Parce que tout à l'heure, on en parlait de cette interaction qui est peut-être, on est un peu moins présent pour son enfant, on est un peu ailleurs. Euh, voilà, est-ce qu'on s'en remet et quelle est la conséquence sur le lien entre l'enfant et le parent? Alors oui, on s'en remet, hein. Voilà, ça je crois que c'est vraiment, vraiment important. Quand on arrive au stade de l'épuisement, c'est plus long, hein, on peut s'en douter, hein, voilà, c'est long. L'épuisement, généralement, il faut vraiment un professionnel pour remonter la pente, hein, voilà, l'aide matérielle toute seule peut ne pas suffire. Donc vraiment, voilà, d'où l'importance de consulter, d'aller voir quelqu'un, je dirais, sans attendre. Mm. C'est plus long, voilà, c'est plus long. L'impact sur le lien, alors l'impact sur le lien, je vais être extrêmement prudente parce que une mère va avoir l'impression qu'elle n'est pas disponible à son bébé. Mm. Voilà, c'est possible qu'elle ne le soit pas. Mm. Ce qui va être important, c'est qu'il y ait quelqu'un d'autre dans l'entourage qui soit disponible. Alors le père, quelqu'un d'autre, Mm. voilà, la grand-mère, bon. Euh, pour ce bébé-là, euh, les bébés s'en remettent aussi, si je puis dire, mais je vais être prudente sur l'impact du lien parce que c'est tellement spécifique, je dirais, à chaque relation mère-bébé. Et les choses, je dirais, là où il faut être prudent, c'est rien n'est écrit d'avance. Donc, on ne peut pas dire, il y a eu un épuisement parental, une dépression parentale, Mm. attention, attention, gravissime pour le bébé. Oui, il peut y avoir des conséquences, mais on va pas. Voilà, je ne vais pas, je dirais, aller plus loin sur ce que ça pourrait faire, parce qu'on ne le sait pas. Voilà. Et alors, j'ai une dernière question. Est-ce que lorsqu'on a vécu un épuisement parental suite à une première grossesse et que vraiment, voilà, on a été en difficulté, est-ce que si on devient maman pour une deuxième fois, il va se reproduire la même chose ou il est possible que là, tout soit différent? Alors, généralement, les femmes qui ont expérimenté ça une première fois, elles ont compris. Alors, a posteriori, quand c'est travaillé avec un professionnel, elles ont compris le Mm. processus et du coup, elles repèrent beaucoup plus vite. Elles repèrent beaucoup plus vite et elles anticipent. Et justement, la dame que j'évoquais, hein, qui m'avait donné Oui. les 3 mots, 4 mots là, voilà, c'est une maman que j'ai vue pour la deuxième grossesse. Et ben, tout a été anticipé, l'aide matérielle, le suivi des professionnels, voilà, un suivi vraiment régulier. Et en fait, tout s'est très, très bien passé. Donc voilà, ce n'est surtout pas systématique, loin de là. Ah, bah alors, je vais finir sur cette note très positive et je pense que ça va beaucoup aider les parents. Donc, je te remercie, Viviane, pour cet échange. Ben merci, merci, merci à toi, merci à vous tous. Et donc, eh bien, écoutez, je vous propose, pour ceux qui sont dans la région de Aix-les-Bains, de pouvoir retrouver Viviane très prochainement au sein de la Maison de la Parentalité.
Pour nous qui sommes sur la région bordelaise ou sur la région parisienne, vous pouvez contacter les experts de l'Institut de la parentalité, donc de Bordeaux-Florac ou de Paris-Sénart, avec les numéros qui s'affichent en bas de votre écran. Viviane, on va également mettre en ligne le numéro pour pouvoir te contacter. Et je te dis à très bientôt. Et à vous tous qui nous suivez, eh bien, écoutez, prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir.